Yo, salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de mémoire, la communauté du parcours. Alors, pour parler de la communauté du parcours en sociologie, je rencontre un premier obstacle. La première, c'est que je n'ai pas de problématique, ni de question de départ. Et du coup, ça crée un gros problème. Comment je peux avancer mon mémoire, comment je peux avancer dans mon enquête sans ces deux choses? C'est donc pour ça que le premier objectif de mon film, ce sera d'essayer de trouver cette question de départ. Essayons de trouver une piste, ce sur quoi je m'intéresse réellement. Essayons de voir ce que j'essaye de montrer, ce que j'essaye de comprendre. Et peut-être que comme ça, je trouverai enfin une problématique. Mais comment faire alors? Et bien pour ce faire, je propose ceci. Commençons déjà par interroger notre sujet, la communauté du parcours. Alors précisons les termes. Qu'entendons-nous par communauté d'un point et qu'entendons-nous par parcours d'un autre point? Donc commençons par définir la pratique du parcours. Et là en sociologie, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de définition claire et précise. Quand j'ai interrogé la communauté du parcours, à savoir les institutions et ses membres, personne ne m'a donné la même définition. C'était vraiment n'importe quoi. De plus, pour chaque définition, je suis capable de trouver un exemple qui ne correspond pas à la définition, mais dont tous les membres de la communauté m'affirmeront que si, c'est finalement du parcours. Et de plus, on pourrait même trouver d'autres cas où ce qui est du parcours ou n'est pas du parcours est aussi flou. Est-ce que ça c'est du parcours? Est-ce que ce n'est pas du parcours? Est-ce que le freerun est du parcours? Est-ce que le trekking est du parcours? Et dans quelle mesure? Alors oui, vous pouvez vous aider des vidéos que j'ai filmées ici pour savoir ce qu'est le parcours. Peut-être qu'une vidéo sera beaucoup plus visuelle. Après tout, ne dit-on pas une image vaut 1000 mots? Mais aussi, penchons-nous sur ce que dit la littérature scientifique sur le parcours. Et là aussi, ça reste compliqué. Beaucoup de scientifiques ne prennent pas la peine de définir ce qu'est le parcours, comme Robin Lenné par exemple, qui a beaucoup écrit sur le parcours. Mais je vais quand même vous laisser avec une définition scientifique, qui est celle de Prévitali, Vieille-Marchissette et Coignet, qui nous dit du coup que le parcours est aujourd'hui une activité physique et sportive reproduisant certains exercices corporels sur les mobiliers urbains, l'objectif étant de déambuler librement à travers la ville de manière naturelle, fluide et efficace, en effectuant différents mouvements dynamiques et athlétiques, le tout en harmonie avec l'architecture urbaine. Là encore, je ne suis pas forcément d'accord, parce que l'architecture urbaine n'est pas forcément nécessaire pour pratiquer le parcours. En effet, les traceurs pratiquent souvent aussi dans la nature, dans la forêt, loin de toute architecture urbaine. Mais creusons encore plus loin, quelle est finalement la différence entre parcours et freerun par exemple? Et là encore, les barrières sont très floues. Alors, comme le disait Anton Mezzeni, étudiant en sciences politiques, finalement dans son mémoire, il nous expliquait que entre parcours et freerun, en fait, ce serait plutôt un spectre dans lequel le pratiquant se situerait plutôt soit du côté du parcours, soit du côté du freerun, enfin bref, quelque part entre les deux. Mais finalement, est-ce que la différence entre traceur et freerunner ne découlerait pas juste de codes culturels? Est-ce que le freerun n'a pas juste cherché à se distinguer du parcours, comme on le retrouve beaucoup dans les travaux sur la sociologie de la professionnalisation des sports, à l'image de, par exemple, l'escalade libre, qui essayait de se distinguer des grimpeurs alpins, ou à l'image de la planche à voile fun, qui était distinguée par la planche à voile beaucoup plus professionnelle et fédérale. Dans tous les cas, tout cela nous invite à nous questionner sur la communauté. Et c'est là mon sujet principal du mémoire, c'est que je veux me focaliser sur cette communauté et non pas sur la pratique. Parce que la pratique, on l'a déjà vu, est finalement floue. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette communauté. Et là est l'un de mes problèmes parce que finalement la communauté représente pour moi un enjeu particulier. Je veux en effet montrer que la communauté ce n'est pas juste une pratique, la communauté du parcours. Le parcours c'est toute une communauté, toute une culture. Et là, ça représente un des premiers points subjectifs de mon être en tant que membre de cette communauté. Et là, avant de trouver ma question de départ, une première question se pose. Comment finalement éviter mes préconnaissances? Comment éviter mon interprétation personnelle? Ou encore comment éviter que ma mémoire déforme la réalité? Confrontons donc mes connaissances à l'état de l'art scientifique. Après avoir rigoureusement fait un état de l'art, nous remarquons que finalement, très peu d'écrits abordent le parcours. En sciences sociales, nous pouvons compter à peu près 8 écrits, qui comprennent notamment des mémoires et des articles. Et finalement, un premier étonnement, je me rends compte que la communauté du parcours n'est jamais réellement abordée. En fait, c'est surtout son institutionnalisation par les fédérations et par sa professionnalisation qui est abordée, ou encore
ce que ça débouche en politique de la ville, à savoir aménagement dans l'espace public et d'autres types d'aménagement dans des espaces privés. Et finalement, le peu d'articles qui se concentrent sur l'aspect communautaire du parcours, finalement se concentrent sur des petites localités. On prend par exemple la communauté du parcours à Rennes ou à Nantes, ou dans ces petites villes, toute la communauté qui y est sont en fait des amis qui se connaissent bien avant le parcours ou qui ont intégré le parcours en essayant de suivre leurs amis. Finalement, c'est ce que démontrent par exemple les travaux de Robin Lainé. Mais dans tout cela interviennent mes premiers affrontements entre mes préconnaissances et l'état de l'art. Parce qu'en effet, je ne suis pas d'accord avec les travaux de Robin Lainé et de tous ses collègues qui décrivent la communauté du parcours comme une communauté homogène. Pour moi, tout ça appartient plutôt à des petites localités, mais ne s'interroge pas sur la globalité de la communauté. Parce qu'en effet, moi, ce que j'observe, c'est une communauté qui est beaucoup plus scindée, une communauté qui est beaucoup plus divisée, et une communauté qui est beaucoup plus hétérogène. Du moins, c'est le ressenti que j'en ai de mon expérience personnelle. Et je trouve que cela pourrait s'expliquer parce que du fait qu'à Paris, nous sommes un carrefour mondial dans lequel les traceurs du monde entier se rejoignent. Je pense que la communauté du parcours dans sa globalité est beaucoup plus contrastée que ce que les travaux scientifiques nous montrent actuellement. Et là, je tiens enfin quelque chose d'intéressant pour trouver ma question de départ. Est-ce que ce sentiment que j'ai est justifié? Est-ce que non? Et pourquoi? Et comment surtout? Mais tout cela pose toujours le même problème, c'est-à-dire que finalement, comment éviter les biais? Comment éviter que mes préconnaissances induisent des biais dans mon enquête? Comment puis-je donc enquêter sur la communauté du parcours? Parce qu'il est clair que ce que je souhaite privilégier pour étudier la communauté du parcours, c'est de m'inscrire dans la perspective de l'école de Chicago, en reprenant leur terme communauté et surtout en faisant de la participation observante pour pouvoir mieux voir les interactions. Après tout, comme le disait Robin Lainé, étudier le parcours passe nécessairement par des rencontres. Et c'est là tout l'intérêt de la communauté du parcours, l'analyser par les rencontres. C'est donc avant tout sous un angle interactionniste de l'école de Chicago que je souhaite privilégier mon enquête. À l'image d'ici, les interactions qu'on peut voir dans cette vidéo. Et là, ce sont tous des membres de la communauté du parcours. Et là, c'est moi ici. Et là, c'est un ami. Et enfin bref. Mais étudier les interactions me pose un autre problème. Si je veux étudier la communauté du parcours dans un angle beaucoup plus global, et si je veux tout simplement éviter d'avoir une analyse trop centrée sur un groupe local dans cette communauté, eh ben, je ne peux pas faire la même erreur que mes prédécesseurs. C'est-à-dire que finalement, la communauté du parcours, j'ai mon petit groupe d'amis avec qui je fais du parcours. Mais cela, dans ma perspective, n'est pas forcément représentatif des autres groupes de la communauté du parcours. Et là, la question, c'est comment finalement les interroger. Comment éviter surtout les biais qui font que dans mon groupe, c'est moi qui organise les sessions parcours et c'est moi qui ai une volonté de rassembler des gens dans cette communauté. C'est moi qui ai même l'idée de créer vraiment une vraie communauté. Et là, on voit que je parle vraiment dans toute ma subjectivité et en tant qu'acteur aussi de cette communauté. Comment finalement, avec tout cela, je peux enquêter et avoir un regard relativement extérieur. Et c'est dans ce problème que j'ai trouvé une solution, celle du voyage. L'idée serait finalement de partir de ma communauté, tout en ayant un regard qui ne peut pas être extérieur, mais de se servir des rencontres pour rencontrer d'autres groupes finalement. Et du coup avoir un regard extérieur, ou du moins un peu plus étranger à ce que je connais. Et de là, je pourrais faire à partir de ces groupes d'autres rencontres avec d'autres groupes. L'idée, c'est de partir d'un point, de voyager jusqu'à un autre, et de voir où cet autre point m'emmènerait. Tout cela, finalement, passerait par les interactions, par les rencontres, et ça me permettrait de savoir comment moi, un petit groupe local, pourrait rencontrer d'autres groupes locaux, et du coup, comme cela, voyager à travers toute la communauté du parcours, et avoir un avis plus ou moins représentatif de la communauté du parcours dans sa globalité et son hétérogénéité. Alors dit comme ça paraît peut-être flou, voire même totalement trop ambitieux ou pas du tout fonctionnel comme méthode. Mais moi je suis persuadé que ça fonctionnera. Et je vous le dis, normalement je ne devrais pas trop rencontrer de problèmes, je pense. Et si vous ne me croyez pas, je vous propose tout simplement d'essayer et de voir ce que ça donne. Alors commençons sur Lucid Spark. Voici le premier groupe, c'est mon groupe. Ce groupe est composé de moi-même, Ellie, Alix, Joseph. J'organise une session parcours au Square du Noix, et là-bas nous rencontrons Hubert, qui est un père de famille. Ce dernier est un traceur et il manifeste sa volonté d'aller faire un autre jour à Bercy du parcours. Je retrouve ce lieu sur les réseaux sociaux d'Hubert, et je décide d'inviter Alix à aller refaire une session parcours à Bercy un autre jour.
À Bercy, il rencontre 3 autres groupes. D'un côté, Yanis et son ami Antoine qui vient de Bordeaux mais qui est de passage sur Paris. D'un autre côté, une autre personne qu'on va appeler Antoine 2 et un autre traceur qui s'appelle Mathis. En cherchant sur les réseaux sociaux, je tombe sur d'autres lieux où ils pratiquent les quais de Seine. Je décide donc plus tard d'organiser une session en y invitant Alix, Yanis et Hubert, ainsi que d'autres personnes qui ne font pas partie du schéma. Mais Hubert appartient à un autre groupe de traceurs et traceuses et il invite donc Jordan. Il semblerait que Jordan ait aussi amené lors de la session d'autres personnes, à savoir 3 traceuses qui appartiendraient apparemment à Pink Parcours, un collectif de traceuses et de traceurs qui a pour visée de démocratiser le parcours pour le public féminin et les minorités de genre. Et avec ces traceuses se trouvait Federico. Nous ne savons pas trop d'où il sort, mais il vient d'Italie et il pratique souvent à Londres. Pendant que nous faisions du parcours, un traceur nommé Adrien, qui passait dans le coin et était en train de faire ses courses, nous a vus et nous a contactés. Il voulait faire des sessions avec nous dans le futur. Si toutes les rencontres ne sont pas linéaires, c'est aussi temporellement très compliqué. En effet, parallèlement à tout ça, Loris m'a contacté. Il vient de Strasbourg, il me connaît, mais il a 2 amis que je ne connais pas. Matteo, qui est en fait son frère, et Pablo, son ami. Les 3 viennent à Paris pour participer à une compétition de trekking et ils m'invitent donc à l'épreuve du temple. Voulant découvrir les toits de Paris qui a une dimension symbolique très forte dans la communauté du parcours, ils me demandent donc si je peux les y emmener. J'en profite également pour leur servir de guide touristique et leur montrer certains lieux très symboliques dans la communauté du parcours qu'ils voulaient absolument voir en venant à Paris, à savoir le Mad Power, qui est un saut légendaire, iconique comme décrit par les médias du parcours, et certaines tours de la Défense, très célèbres parce que beaucoup de traceurs ont escaladé ces tours. Pour aller plus loin, Federico s'est déjà entraîné avec l'élite sportive de la scène internationale, Team Fat, à Londres. Je les ai déjà rencontrés, Team Fat, c'était à Olympiade, à Paris. Et on pourrait creuser encore bien plus loin avant mon enquête, donc par exemple, comment j'ai rencontré Ellie, qui m'a ensuite présenté son frère Joseph. Fin du voyage, re-bienvenue ici. Alors oui, maintenant, j'ai enfin une vague idée de problématique. Je veux m'interroger sur l'hétérogénéité du parcours. Et pour ce faire, je veux adopter une analyse du parcours dans une plus grande globalité et moins être centré autour d'une localité. Mais tout cela n'empêche pas que j'ai toujours des problèmes avec ma subjectivité. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire une participation observante. Et dans la participation observante, la question se pose de comment je peux éviter les biais, comment je peux éviter de surinterpréter et comment je peux minimiser finalement mon statut d'enquêteur qui est à la fois quelqu'un qui est dans la communauté du parcours depuis plus de 3 ans. C'est en réfléchissant à ce problème compliqué que m'est apparue une sorte de réponse. Et je pense que ce que je pourrais faire, c'est tout simplement différer l'observation de ma participation. Alors finalement, nous y voilà. Comment différer l'observation à la participation? Et là, je répondrai que c'est grâce à ceci. Et non, ce n'est pas vous, mais c'est bien la caméra. En effet, en emportant une caméra avec moi dans chacune de mes participations, je serai capable de filmer et enregistrer, ce qui me permet d'avoir 2 garanties. La première, c'est celle d'avoir un point de vue un peu plus extérieur au mien, ce qui me permettrait de faire varier les angles de vue et de voir aussi des choses que je ne verrais pas forcément. La deuxième chose, c'est aussi que ça me permettrait d'avoir de la matière finalement pour confronter ma subjectivité à la réalité. Parce que la caméra est une manière d'objectiver les choses, elle me permettrait du coup d'avoir suffisamment de matière si on veut pointer du doigt les erreurs que j'ai faites, ou au contraire si je veux défendre un certain point de vue. En effet, je ne peux pas faire confiance à ma propre mémoire pour être représentative de la réalité, mais une caméra est relativement objectif de ce côté-là. Alors je vous invite donc à redécouvrir le voyage que j'ai fait précédemment, mais cette fois-ci à travers la caméra. Alors vous avez déjà vu ces vidéos, ce sont les vidéos qui défilaient sur mon ordinateur pendant que j'étais en train de vous parler. Alors la vraie question qu'on pourrait tous se poser, c'est est-ce que cela créerait des biais d'observation? Et point par point, je vais vous répondre que finalement, non. Le premier point à aborder est est-ce que filmer générerait du malaise à nos enquêtés? Et là, je répondrais oui et non. Oui et non, parce que ça dépend déjà des individus, mais aussi que ça crée du malaise ou que ça n'en crée pas, cela ne change en rien la réalité du monde du parcours. Parce que dans cette communauté,
Les gens sont très vidéo, cela a déjà été montré notamment dans cet article-là. Et surtout, il est fréquent pour les membres de la communauté de se filmer avec ou sans autorisation. Et de même pour les passants dans la rue, qui n'hésitent pas une seconde à nous filmer sans nous demander notre autorisation. Nous avons aussi l'exemple du vlogging, qui est très répandu dans la communauté du parcours, où des gens que j'ai rencontrés pendant mes observations n'hésitaient pas à se filmer et ensuite publier ça sur les réseaux sociaux. Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en session petite jam du parcours serveur Parcours France. Mais certaines activités de la communauté du parcours ont nécessité un point de vue interne sur laquelle je devais emporter la caméra sur moi. Et cela pour la simple et unique raison que le groupe ne restait pas à un point fixe. Un autre point à aborder, c'est que la caméra n'a pas tant influencé mon comportement. En participant, je me suis surpris à plusieurs moments d'oublier carrément ma caméra. Voire même, dans cet extrait vidéo, nous pouvons voir que je n'apparais nullement lorsque la caméra est tombée. Je ne sais même pas ce que je faisais pendant l'observation de la caméra. J'étais sûrement en train de participer derrière le conteneur à faire du parcours, mais je n'apparais pas. Alors finalement, qu'est-ce que nous apprend la communauté du parcours sur son hétérogénéité et surtout, qu'est-ce que nous apprend nos observations par rapport à cela? Premièrement, la communauté du parcours est une communauté déviante qui est sujette à la stigmatisation et qui peut être étiquetée donc comme déviant, comme le montre cet extrait. Maintenant. Après c'est la police. Ah, Alors maintenant t'appelles ton putain de pote qui descend. il ressemble à quoi? C'est pas nos potes. Il y a deux petits qu'on ne connaît pas, il y a deux marche. petits. Deuxièmement, le contrôle social joue un rôle très important. Nous pouvons par exemple passer cet enregistrement vocal que j'ai pris d'une conversation entre deux traceurs en ligne. Oui, je voulais dire que t'avais beaucoup de courage de faire du parcours tout seul. Parce que moi, je pourrais pas. Qui, Gaël? Moi? Oui, Gaël. Ah, Gaël. Bah ouais, j'en avais fait un petit peu, mais genre, c'est un peu, genre c'est un peu parce que c'était le début et que je reproduisais un petit peu les mouvements de base que j'avais vus sur les vidéos. Mais en vrai, je pense au-delà de quelques séances, j'aurais pas pu me motiver à faire tout seul. Puis franchement, vraiment, j'étais pas du tout à l'aise avec les passants, je veux pas vous mentir. Il y a donc un besoin d'être à plusieurs, d'une pour échapper à la pression sociale. Si certains lieux révèlent un aspect identificateur mais sont inatteignables pour beaucoup de traceurs locaux de petites villes, comme c'est le cas dans cet article, tout cela contribue à un aspect identificateur qui permet donc de rassembler la communauté comme un tout. Mais si nous nous posons la question de l'hétérogénéité, est-ce qu'il y a une division? Est-ce qu'il y a une scission dans tout cela? Et je pense que la réponse est oui. Et elle peut venir de cette même volonté identificatrice des membres de la communauté. Que ce soit les vêtements de l'école Culture Parcours, ou encore que ce soit les vêtements du groupe de professionnels de traceurs Storor, ou même les très célèbres chaussures Holo. Tout cela sert bien pour identifier les gens à la communauté du parcours, mais aussi sert aussi comme stratégie de distinction au sein même de la communauté. De plus, l'enquêté Jordan confie aussi que ça pouvait ressembler à une secte. Les gens de Parcours Paris restent toujours entre eux. Et finalement, tout ça m'amène à ma question de départ. Finalement, ce que je voudrais, c'est savoir qu'est-ce qui rassemble dans la communauté du parcours et qu'est-ce qui divise dans cette communauté. Et finalement, je pense que c'est dessus que je peux finir cette vidéo en même temps que la journée. Et je vous dis peut-être à plus, à savoir dans moins de 10 heures, vu que je suis très organisé pour tout rendre en avance. Allez, à plus, c'était Thomas.